Le combat aérien, le dogfight, est un art, une danse mortelle à 500 km à l'heure, un ballet de 3 dimensions où la moindre erreur se paie en 1 seconde. Pendant des décennies, cet art appartenait aux as, à ces pilotes d'exception capables de calculer des angles de déflexion, d'anticiper la trajectoire d'un ennemi et de placer une rafale là où la cible allait être. C'était un mélange d'instinct, de génie mathématique et de chance. Des millions de balles étaient tirées pour un seul impact. Mais si cet art pouvait devenir une science, si la partie la plus difficile du combat, le calcul, pouvait être retirée de l'équation? En 1939, alors que l'Europe s'apprêtait à basculer dans le chaos, un ingénieur français, un civil inconnu, a eu une idée folle. Une idée si en avance sur son temps qu'elle fut qualifiée de jouet inutile, de rêve d'opticien par l'état-major. Il proposait une machine qui pouvait penser, un viseur qui ne se contentait pas de montrer où l'avion regardait, mais qui montrait au pilote où il devait tirer. C'était de la science-fiction. C'était impossible. Il fut rejeté. Ses plans furent ridiculisés. Mais cet ingénieur n'a pas abandonné. Son idée, rejetée par la France, allait traverser la Manche dans le chaos de la défaite. Elle allait devenir le secret le mieux gardé des Alliés et se transformer en l'outil qui a permis de briser la Luftwaffe, changeant le combat aérien pour toujours. Avant de découvrir comment ce génie méconnu a changé les règles de la guerre du ciel, assurez-vous de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Laissez un like sur cette vidéo pour que ces histoires secrètes ne soient jamais oubliées. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui? Mon nom est René Martel. En 1939, je ne suis personne. Je ne suis pas un soldat. Je ne suis pas un pilote, bien que je passe mes nuits à rêver de voler. Je suis ingénieur, un ingénieur en optique et en mécanique de précision, diplômé des arts et métiers, pas de la prestigieuse Polytechnique. Je suis un homme de l'ombre, un civil, un mot que les militaires prononcent avec un mélange de pitié et de mépris. Je travaille pour une petite société, la SOP, Société d'optique de précision, dans un atelier poussiéreux du 15e arrondissement de Paris. Mon monde est fait de lentilles, de micromètres, de rouages d'horlogerie et de calculs sans fin. Et j'ai un problème qui me ronge, qui m'empêche de dormir. Ce n'est pas la menace de la guerre, bien qu'elle soit sur toutes les lèvres. C'est un problème de mathématiques, un problème de physique, un problème que, j'en suis convaincu, l'armée de l'air française, si fière de ses Morane Saulnier et de ses Potez, est incapable de voir. Le problème, c'est la vitesse. J'ai passé des mois dans mon atelier, à mes frais, sur mon temps libre. J'ai lu tous les rapports d'essais en vol. J'ai étudié les performances du nouveau Messerschmitt 109 allemand, du Spitfire britannique. Les avions ne volent plus à 200 km/h comme en 14-18. Ils volent à 500, bientôt 600. Et à cette vitesse, le combat aérien change de nature. Le dogfight n'est plus un duel de chevaliers. C'est une collision de projectiles. Nos pilotes, nos as, sont formés à l'ancienne. Ils comptent sur leur instinct, leur élan, ce mot si français qui signifie tout et rien. Ils visent au jugé. Ils tirent des millions de cartouches dans le ciel vide, espérant qu'une balle, par miracle, touche sa cible. C'est du gaspillage. C'est archaïque. C'est une défaite annoncée. Car à 500 km/h, lorsque 2 avions convergent, le point futur où l'ennemi sera n'est pas là où le pilote voit. Il faut anticiper. Il faut calculer une courbe de déflexion complexe, en 3 dimensions, en une fraction de seconde. Le cerveau humain ne peut pas le faire. Pas de manière fiable. Pas à chaque fois. L'instinct ne suffit plus. Il faut une machine. Et j'ai construit cette machine. Elle est là, dans une boîte en bois maladroite que je tiens sur mes genoux, dans l'antichambre glaciale du ministère de l'Air. Le cuir de la banquette est craquelé. Les murs sont couverts de portraits d'as de la Grande Guerre. Guynemer, Nungesser, leur regard fier me juge. Ils me jugent, moi le civil, avec mes lunettes épaisses, mon costume mal coupé et ma boîte folle. L'odeur de la cire d'abeille et du tabac froid me donne la nausée. J'attends depuis 3 heures. C'est une humiliation calculée. Enfin, un planton m'appelle. Le général Vautour va vous recevoir. Je me lève, les jambes flageolantes, portant mon invention comme un nouveau-né. Le bureau du général est immense, conçu pour écraser. Il est là, derrière un bureau qui pourrait servir de piste d'atterrissage. 2 autres officiers, plus jeunes mais au regard tout aussi dur,
l'encadre. Monsieur Martel, gronde Vautour, sans me proposer de siège. J'ai lu votre dossier. Vous nous faites perdre notre temps. Vous avez 5 minutes. Je pose ma boîte sur un coin de son bureau. Mes mains tremblent. Je l'ouvre. À l'intérieur, ce n'est pas un simple viseur collimateur, comme ceux qu'ils utilisent. Un simple point rouge projeté sur une vitre. C'est un enchevêtrement complexe de laitons, de lentilles, de câbles, et au cœur de tout, un gyroscope de précision. Mon général, je commence, ma voix étranglée par la nervosité. Ceci est un calculateur de tir gyroscopique. C'est un viseur cerveau. Je vois un des officiers étouffer un rire. Je m'empresse de continuer. Le pilote entre simplement une donnée, l'envergure de l'avion ennemi. Puis, il garde sa cible au centre du viseur. Ce gyroscope, je pointe la pièce maîtresse, mesure la vitesse de rotation de votre propre avion, les jets que vous subissez dans le virage. Il calcule, en temps réel, la précession gyroscopique. Il calcule la déflexion. Je lève les yeux vers eux, cherchant une étincelle de compréhension. Le réticule central ne sert qu'à suivre la cible. C'est ce deuxième réticule, ici, qui s'affiche. Un réticule mobile. Il montre au pilote, non pas où est l'ennemi, mais où il faut tirer. Il montre le point futur. Il n'y a plus d'instinct. Il n'y a que la certitude. C'est la fin du gaspillage de munitions. C'est la mort assurée à chaque rafale. Un long silence s'installe. Le général Vautour n'a pas bougé. Il fixe mon invention avec un dégoût absolu. « Un viseur cerveau ?» répète-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Monsieur Martel, vous insultez l'armée de l'air. Vous insultez nos pilotes. » Un des officiers, un commandant avec une barrette de médailles impressionnante, intervient. C'est l'as, c'est l'homme de l'instinct. « Ce que vous avez construit là, monsieur, » dit-il d'une voix coupante, « c'est une aberration. C'est un jouet d'opticien. Vous croyez vraiment qu'un pilote français, en plein combat, avec la mort aux trousses, va s'amuser à entrer l'envergure de l'ennemi, qu'il va faire confiance à un réticule mobile plutôt qu'à ses yeux, à son âme? Le combat, c'est le cran, monsieur. C'est l'élan. C'est sentir l'avion, sentir l'ennemi, et tirer au moment où le sang vous le dit, pas quand une machine vous le dit. Je tente de protester. Mais, commandant, la vitesse, la physique, les mathématiques ne mentent pas. Votre cran ne peut pas calculer la balistique à 500 km/h. Le général Vautour frappe la table de sa main à plat. Le bruit me fait sursauter. Assez. Votre idée est folle, monsieur Martel. Elle est l'antithèse de l'esprit de chasse français. Nos pilotes ne sont pas des comptables. Ce sont des aigles. Et vous voulez leur donner des béquilles. Il se lève, sa silhouette massive bloquant la lumière de la fenêtre. De plus, cette chose, il désigne mon prototype, est fragile. Elle est compliquée. Elle contient un gyroscope. Elle se brisera à la première manœuvre brusque. C'est une usine à gaz. Nous avons besoin d'armes simples, robustes. Des canons de 20 mm. Voilà ce dont nous avons besoin. Pas de veau. Calculatrice de salon. Il fait un signe au planton. L'entretien est terminé. Votre projet est rejeté, dit-il, le mot tombant comme un couperet. Non seulement il est rejeté, mais il est jugé inutile et potentiellement dangereux pour le moral. Ne nous faites plus perdre notre temps. La France a mieux à faire que de financer des idées folles. Je suis reconduit à la porte. Je referme ma boîte en bois, le viseur cerveau à l'intérieur, mon cœur brisé en 1000 morceaux. Je suis à nouveau dans la rue. Il pleut. Je serre ma boîte contre ma poitrine. Ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Et ils vont mener le monde à sa perte avec leur instinct et leur cran. Mais moi je sais que j'ai raison. Et je sais que cette idée folle est la seule chose qui compte. Mai 1940. 6 mois ont passé. 6 mois de drôle de guerre. 6 mois où la France s'est endormie, bercée par l'illusion de son invincibilité, protégée par sa ligne Maginot et la fierté de ses as. 6 mois où j'ai rongé mon frein dans mon atelier parisien, retournant à mes contrats civils, mon viseur cerveau remisé dans son coffre. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de me convaincre que le général Vautour avait raison, que j'étais un fou, que le cran suffirait. Et puis, le 10 mai, la foudre est tombée. L'enfer a ouvert ses portes. Les Allemands ont attaqué. Pas là où on les attendait. Pas sur la Maginot. Ils ont fait ce que tout ingénieur aurait su qu'ils feraient. Ils ont contourné l'obstacle. Ils ont traversé les Ardennes. Le cran français s'est retrouvé face au calcul allemand. La Blitzkrieg.
et le cran s'est brisé. J'écoutais la radio, la voix monocorde du présentateur annonçant la percée de Sedan, la chute de Stone, la course folle des Panzers de Guderian vers la mer. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucune amère victoire du « je vous l'avais bien dit ». J'ai ressenti une terreur pure, glaciale, parce que je savais ce que cela signifiait. Je savais ce qui se passait dans le ciel. Les communiqués parlaient de combats héroïques, de sacrifices glorieux. Mais je lisais les rapports d'après-mission qui commençaient à filtrer. C'était un massacre. Nos pilotes, ces aigles dont parlait Vautour, étaient abattus en masse. Ils volaient sur leur Morane 406, des avions déjà dépassés, face au Messerschmitt 109E. Ils se lançaient dans des combats tournoyants, tirant avec leur instinct, vidant leur chargeur à 400 mètres, et ne touchant rien. Le 109, plus rapide, mieux armé, grimpait au-dessus d'eux, piquait et les abattait. L'instinct ne pouvait rien contre une machine supérieure et une tactique impitoyable. Chaque pilote français abattu était un clou de plus dans le cercueil de ma théorie. Chaque rafale tirée dans le vide était la preuve que le viseur-cerveau n'était pas une béquille. C'était la seule chance de survie. Les mathématiques ne mentaient pas, et les mathématiques étaient en train de tuer la France. Puis, une nouvelle peur s'est emparée de moi. Une peur bien plus personnelle, bien plus égoïste. Les Allemands approchèrent de Paris. Les routes se remplissaient de réfugiés. L'exode. Le gouvernement fuyait. Le chaos. Et je me suis souvenu de la suffisance du général Vautour. Il avait rejeté mon invention parce qu'il était trop arrogant pour la comprendre. Mais les Allemands, les ingénieurs de Messerschmitt, de Zeiss, de la Luftwaffe, eux n'étaient pas arrogants. Ils étaient efficaces. Ils étaient comme moi. Ils comprenaient la physique. Ils comprenaient la vitesse. Si les nazis mettaient la main sur mon prototype, sur mes plans, ils ne riraient pas. Ils ne parleraient pas de âme ou de cran. Ils le comprendraient en 10 minutes. Ils le copieraient en 6 mois. Ils l'installeraient dans leur chasseur. Et la guerre serait finie. Un Messerschmitt équipé de mon viseur-cerveau n'aurait plus besoin de s'approcher. Il pourrait tirer à 500 mètres avec une précision chirurgicale. La RAF, la Royal Air Force, le dernier rempart de l'Europe, serait balayée du ciel en une semaine. L'idée que ma création, née de mon désir de protéger la France, puisse devenir l'arme de sa destruction finale, l'outil de la victoire nazie. C'était insupportable. Mon idée folle était devenue le secret le plus dangereux du monde. Je devais le détruire, ou le sauver. Je ne pouvais pas le laisser là. Le 10 juin, alors que le gouvernement fuyait vers Bordeaux et que les premiers obus allemands tombaient sur la banlieue, j'ai pris ma décision. Je suis allé à mon atelier une dernière fois. J'ai regardé mon prototype. Mon bébé. Ce chef-d'œuvre d'horlogerie et d'optique. J'ai pris une masse. Et j'ai tout cassé. C'était un suicide. J'ai pleuré de rage et de chagrin en fracassant les lentilles de précision, en tordant le laiton, en détruisant le cœur de la machine, le gyroscope que j'avais mis 6 mois à équilibrer. Je l'ai réduit à un tas de ferrailles inutiles, puis j'ai brûlé mes cahiers. Des années de calculs, de schémas, de nuits blanches. Tout est parti en fumée dans l'incinérateur de l'atelier. Tout. Sauf une chose. Un jeu de plans. Le jeu de plan final, le plus complet. Je ne pouvais pas le détruire. C'était mon âme. C'était la seule chose qui comptait. Je les ai roulés. J'ai trouvé un vieux tube de cuivre dans mes débris, un morceau de plomberie. J'ai glissé les plans à l'intérieur. J'ai soudé les 2 extrémités. C'était un simple tuyau, sale, anodin. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement vide. J'ai dit au revoir à mon chat. J'ai pris un sac à dos, j'ai mis le tuyau de cuivre au fond, sous une miche de pain et un pull de rechange. Et j'ai rejoint l'exode. Je suis devenu une goutte d'eau dans le torrent de misère qui coulait vers le sud. J'ai marché. J'ai vu les Stuka plonger sur les colonnes de réfugiés, ces mêmes avions que mon viseur aurait pu abattre si facilement. J'ai vu l'armée française, la plus belle armée du monde, en pleine déroute, des soldats sans chef, des camions sans essence. Le cran avait failli. L'élan était brisé. J'ai atteint Bordeaux, puis Saint-Jean-de-Luz, le dernier port. Un chaos indescriptible. Des Polonais, des Tchèques, des Britanniques, des Français, tous se bousculant pour une place sur le dernier bateau. J'ai utilisé mes dernières économies pour acheter un passage sur un cargo charbonnier crasseux, le Broome Park, qui partait pour l'Angleterre. J'étais un réfugié,
J'étais, une fois de plus, un rejeté. Un rat quittant le navire. J'ai serré mon sac contre moi. Le tuyau de cuivre était froid contre mon dos. Je n'emportais pas ma vie. J'emportais l'avenir. Le 22 juin, la France signait l'armistice. L'humiliation. Quand nous sommes arrivés à Falmouth, sous la pluie, j'ai été parqué avec les autres réfugiés. On m'a regardé avec suspicion. J'étais un froggy, un membre de cette armée de lâches qui avait abandonné. J'ai essayé d'expliquer. Ingénieur, plan, viseur, gunsight, important, Luftwaffe. On m'a à peine écouté. On m'a pris mon sac. On a trouvé le tuyau. On l'a secoué. On a failli le jeter. J'ai hurlé. J'ai supplié. Ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont emmené dans un camp d'internement, le camp de Peuvrill. Le temps de vérifier qui j'étais. J'étais un prisonnier. Un allié prisonnier de ses alliés. Mon idée folle était cachée dans un tuyau de cuivre, dans un entrepôt du MI5, et Londres commençait à brûler sous les bombes. Automne 1940. La bataille d'Angleterre. Je suis transféré du camp de Peuvrill à un camp de triage près de Londres, à Hampstead. Je ne suis plus suspecté d'être un espion, mais je ne suis personne. Je suis un réfugié français parmi tant d'autres, un bouche inutile à nourrir, un froggy dont le pays s'est effondré. Je vis dans une tente humide, je mange une soupe claire, et chaque jour, j'entends. J'entends ce que le général Vautour et ses aigles n'ont jamais voulu comprendre. J'entends le son de la guerre mathématique. Le jour, c'est le grondement sourd des escadrilles qui montent, le sifflement des Spitfire et des Hurricanes. La nuit, c'est l'enfer. C'est le blitz. C'est le vrombissement des bombardiers Heinkel et Dornier, le sifflement des bombes, les détonations qui font trembler la terre et les lueurs oranges qui peignent le ciel de Londres. La ville brûle. Et je suis là, impuissant, dans un camp, un prisonnier de l'absurdité. Je sais, avec une certitude qui me dévore, que j'ai la clé. Je sais que les pilotes de la RAF, ces héros magnifiques que j'observe, meurent à cause du même problème que nos pilotes français. Ils sont courageux, ils ont du cran, plus que quiconque, mais ils tirent au jugé. Ils ont le viseur réflecteur GM2, un simple point rouge. Ils doivent calculer la déflexion eux-mêmes, instinctivement, en plein chaos, à 600 km/h. Je lis les journaux qu'on nous donne. Les chiffres officiels sont triomphants. 185 avions allemands abattus en un jour. Mais je suis ingénieur. Je sais lire entre les lignes. Je vois les rapports de consommation de munitions. Pour abattre ces 185 avions, la RAF a tiré des millions de cartouches de 303. Le ratio est catastrophique. 20 000, 30 000 cartouches pour un seul avion abattu. Ce n'est pas une guerre de courage. C'est une guerre de logistique. Et à ce rythme, l'Angleterre va perdre. Elle va manquer de balles, elle va manquer d'avions, et surtout, elle va manquer de pilotes. Car ces as ne vivent pas assez longtemps pour transmettre leur instinct. Je deviens fou. Je crie aux gardes, j'écris des lettres. Je suis ingénieur, SOP, viseur, gyroscope. J'ai la solution, mes plans, dans un tuyau de cuivre, au MI5. Ils me regardent comme un fou. Calmez-vous, Frenchy. Je suis le rejeté, encore une fois. Rejeté par la France par arrogance, rejeté par l'Angleterre par bureaucratie. Pendant ce temps, à des kilomètres de mon camp, dans un bureau sec et chauffé du ministère de la Production aéronautique, un homme regarde les mêmes chiffres que moi. Il ne s'appelle pas Vautour. Il s'appelle Sir Henry Tizard. C'est un scientifique, un pragmatique. Il n'a rien à faire du cran. Il ne croit qu'aux mathématiques. Et les mathématiques lui disent que l'Angleterre est en train de perdre. Il a une réunion avec le Air Chief Marshal Dowding. Le problème est simple. Nos pilotes ne touchent pas leur cible. Nous devons améliorer leur précision, non pas de 10%, mais de 400%. Partout, dans les laboratoires secrets du Royal Aircraft Establishment, RA, à Farnborough, les meilleurs cerveaux du pays s'arrachent les cheveux sur ce problème. Ils ont essayé de développer un viseur gyroscopique. Ils savent que c'est la solution. Mais le problème de la précession due au virage de l'avion est un cauchemar mathématique. Le gyroscope devient fou dès que l'avion tourne. Leurs prototypes sont énormes, instables, inutilisables. Ils sont dans une impasse. L'Angleterre est dans une impasse. Et c'est alors que le miracle se produit. Un miracle né de la bureaucratie. Au siège du MI5, un jeune analyste, un linguiste qui parle un français parfait,
est chargé de classer les dossiers des réfugiés du camp de Hampstead. Il tombe sur mon dossier. Il lit mes lettres furieuses, mes supplications incohérentes, viseur cerveau, gyroscope, tuyau de cuivre. La plupart des gens riraient. Mais cet analyste a un cousin pilote de Spitfire. Il a entendu parler des problèmes de visée. Quelque chose fait tilt. Par pure curiosité, il fait une demande à l'entrepôt des biens saisis. L'objet arrive sur son bureau, un simple tuyau de plomberie en cuivre, lourd, soudé aux deux extrémités. Il a l'air d'un déchet. Il est sur le point de le reclasser, sans importance. Mais le dossier de Martel est si insistant. Il fait descendre le tuyau à l'atelier. On ouvre une extrémité à la scie. Et on sort les plans. On les déroule. Ce ne sont pas les divagations d'un fou. Ce sont des bleus d'ingénierie d'une beauté, d'une complexité et d'une élégance que l'analyste n'a jamais vue. Il ne comprend pas la mécanique, mais il comprend la précision. Il appelle immédiatement Farnborough. Le lendemain, un homme débarque dans son bureau. C'est le Dr Evans, le chef du département d'armement au RAE. C'est l'homme qui dirige la recherche sur les viseurs. Il a l'air fatigué, surmené. Il prend les plans avec lassitude, puis son visage change. Il pâlit. Ses mains se mettent à trembler. Il étale les plans sur le sol. Il se met à quatre pattes. Il suit les lignes, les engrenages, les schémas des lentilles. Il murmure « Mon Dieu, mais comment ?» La précession. Il utilise la précession. Il ne la combat pas. Il l'utilise pour calculer. C'est diabolique. C'est la solution. Il relève la tête, les yeux brillants de larmes de génie. Où est cet homme? Où est ce Français? Trouvez-le, maintenant. Et 20 minutes plus tard, une voiture militaire noire dérape dans la boue de mon camp. 2 officiers de la RAF en sortent. Ils ne parlent pas aux gardes. Ils hurlent mon nom. Martel! René Martel! Je sors de ma tente, pensant que je vais être déporté ou fusillé. J'ai peur. On me jette à l'arrière de la voiture. Je n'ai pas le temps de prendre mes affaires. Le trajet se fait en silence, à une vitesse folle. Nous arrivons à Farnborough. Je ne sais pas où je suis. C'est un complexe immense, rempli de hangars, de prototypes d'avions étranges. On me pousse dans un laboratoire. L'endroit est rempli de machines, d'oscilloscopes, de pièces d'avion. Et sur une immense table, éclairée par une lumière crue, il y a mes plans. Mon âme, déroulée. Et un homme, en blouse blanche, les mains sales de graisse, se tourne vers moi. C'est le Dr Evans. Il ne me regarde pas avec mépris, comme vautour. Il ne me regarde pas avec suspicion, comme le MI5. Il me regarde avec de l'admiration, presque de la vénération. Il s'approche de moi. Il n'y a pas de traducteur, mais son geste est universel. Il me serre la main si fort qu'il me fait mal. « Monsieur Martel, » dit-il, avec un accent terrible. « Vous êtes un bloody genius. » Puis il pointe les plans. Il pointe l'atelier. « Pouvez-vous le construire? How fast? » Le rejeter venait de devenir leur seul espoir. Farnborough est un autre monde. Ce n'est pas Paris. L'arrogance est absente, remplacée par une urgence fébrile, presque désespérée. Je ne suis plus un réfugié, un froggy suspect. Du jour au lendemain, je suis Monsieur Martel, le pivot d'une opération secrète de la plus haute importance. On me donne un laboratoire, une petite équipe d'ingénieurs et de mécaniciens britanniques, les meilleurs. Des hommes qui, comme le Dr Evans, ne voient pas en moi un fou, mais un messie. La barrière de la langue est un obstacle, mais nous parlons une langue universelle, celle des mathématiques, de la physique, des schémas. Right devient le mot que j'entends le plus. Right, let's build the bloody thing. Nous commençons. Et je découvre que la distance entre un plan, même parfait, et un prototype fonctionnel est un abîme. Un abîme rempli de problèmes que je n'avais pas prévus. Le premier prototype est une œuvre d'art. Nous le construisons à la main, pièce par pièce. Le gyroscope, le cœur, est usiné avec une précision d'horloger suisse. Les lentilles sont polies à la perfection. C'est mon viseur cerveau, tel que je l'avais rêvé. Il est magnifique. Nous le montons sur un banc d'essai, nous l'allumons. Il fonctionne, le réticule mobile s'allume, le gyroscope ronronne. C'est un triomphe. L'équipe applaudit. Puis, le Dr Evans, avec un sourire triste, dit « Maintenant, le vrai test ». Il désigne une autre machine au fond du laboratoire. Une table en acier massif, reliée à un moteur électrique démesuré. C'est la table à vibration. C'est le simulateur.
Il est conçu pour reproduire la seule chose que je n'avais pas dans mon petit atelier parisien, la réalité. La réalité d'un moteur Rolls-Royce Merlin de 1500 chevaux, tournant à 3000 tours minute. La réalité d'une cellule d'avion secouée par les turbulences et les tirs de ses propres canons. Le général Vautour avait dit que c'était une usine à gaz fragile. J'allais lui prouver qu'il avait tort. Nous fixons mon prototype sur la table. Mon cœur bat à rompre. Evans actionne le levier. La table se met à vibrer. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Le bruit est assourdissant. Mon viseur, mon chef-d'œuvre, est secoué d'une manière terrifiante. Pendant 10 secondes, il tient. Le gyroscope ronronne, tentant de compenser. Puis j'entends un clic. Un son minuscule, horrible. Le réticule mobile se met à danser follement. Puis il s'éteint. Stop! Je hurle. La table s'arrête. Le silence. Je m'approche. J'ouvre le boîtier. L'un des pivots en rubis du gyroscope a éclaté. Il s'est pulvérisé. Le général Vautour. Sa voix ricane dans ma tête. Fragile. Inutile. J'ai échoué. J'ai traversé la France. J'ai failli mourir. J'ai été interné. Pour rien. Je m'assois sur le sol graisseux du laboratoire. Je suis un homme brisé. Je suis rejeté. Encore. Cette fois, par la physique. Je m'attends à ce qu'Evans me renvoie. Qu'il me dise que l'idée était bonne, mais irréalisable. Qu'il me renvoie à mon camp. Mais Evans n'est pas Vautour. Il s'accroupit à côté de moi. Il pose sa main sur mon épaule. « Ce n'est pas la fin, René, » dit-il calmement. « C'est le début. Nous savons que la théorie est juste. Maintenant, nous devons la rendre robuste. C'est juste un problème d'ingénierie. Et nous sommes ingénieurs. » Cet homme, ce Britannique, venait de me sauver la vie, une seconde fois. Nous nous remettons au travail. Nous ne dormons plus. Nous vivons dans le laboratoire. Le problème est la vibration. La vibration à haute fréquence du moteur détruit le gyroscope. Je réfléchis. Je marche. Je dessine. Le problème n'est pas le gyroscope. Le problème est ce qui l'entoure. L'isolation. Comment isoler une pièce de précision d'un tremblement de terre de 1500 chevaux? Je pense à tout. À des ressorts. À des contrepoids. Et puis, l'idée. Une idée folle, encore une. Ce n'est pas un problème de mécanique, c'est un problème d'optique. Et si? Et si le gyroscope n'était pas connecté au viseur? Je me rue sur ma planche à dessin. Evans me suit. René, qu'avez-vous? Je dessine frénétiquement. On se trompe, dis-je au traducteur. On essaie de protéger le gyroscope et les lentilles. C'est impossible, il faut les séparer. Je dessine le nouveau plan. Le gyroscope sera dans sa propre boîte. Une unité de calcul, totalement indépendante. On va la suspendre, on va l'isoler avec des amortisseurs en caoutchouc, les meilleurs qu'on puisse trouver. Elle ne touchera le châssis du viseur que par ses cils en bloc. Elle flottera. Et le réticule, les lentilles, elles seront fixes, dans le viseur principal. Mais comment le gyroscope parle aux lentilles s'il n'est pas connecté? Par la lumière, je dis. Le gyroscope, dans sa boîte flottante, ne bougera pas une pièce mécanique. Il fera bouger un miroir. Et ce miroir projettera un faisceau lumineux, le réticule mobile, sur une lentille de collimation dans le viseur principal. Le réticule sera transmis sans fil, sans mécanique, par un rayon de lumière. C'est une usine à gaz, oui. C'est incroyablement complexe. C'est du jamais vu. Evans me regarde. Il ne rit pas. Il sourit. Mon Dieu, Martel, c'est brillant. Absolument brillant. Il faut 6 semaines. 6 semaines d'enfer. Nous fabriquons les amortisseurs. Nous calibrons le projecteur lumineux. Le prototype Mark II est né. Il est plus gros, plus lourd, mais il est différent. Nous le plaçons sur la table à vibration. La table de la mort. Evans me regarde. Je hoche la tête. Il pousse le levier. La table hurle. Elle secoue la machine de toute sa force. 1 minute, 2, 10 minutes. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le réticule mobile, projeté par le miroir, ne vacille pas. Il reste stable. Il bouge quand nous inclinons la table, calculant la précession, mais il ne vibre pas. Il est parfait. Nous crions. Nous crions tous dans le laboratoire, anglais et français, comme des enfants. Nous l'avons fait. Nous avons vaincu la vibration. Nous avons vaincu le général Vautour. Maintenant, le test final. L'air. On l'installe dans un Spitfire Mark V. Le pilote d'essai est un homme à qui on ne la fait pas. Squadron Leader Hawkeye Harris.
Un homme qui a plus de victoires que Vautour n'a bu de café. Il regarde mon jouet. C'est quoi ce bazar, Doc? Encore un gadget pour me distraire? Evans lui explique. Le pilote lève les yeux au ciel. Un réticule qui bouge tout seul? Et je suis censé lui faire confiance? C'est de la sorcellerie. Il décolle. Nous sommes à la radio. Nous écoutons. Pendant 10 minutes, rien. Juste le son de sa respiration. Puis, ok, je suis sur le polygone de tir. Je largue la cible remorquée. C'est une longue manche à air, tirée par un autre avion. Une cible minuscule, rapide. J'engage. Bon sang. Le réticule. Il est vivant. Il bouge. Il y a une pause. Puis, le son sec et court d'une rafale de mitrailleuse. Brrrt. Une seconde. Pas plus. Une pause. Puis la voix du pilote, mais elle a changé. Elle n'est plus moqueuse. Elle est choquée. Cible détruite. L'opérateur radio répond. Ok, répétez. J'ai dit cible détruite. La manche est coupée en deux. Du premier coup. Je n'ai jamais vu ça. C'est. Il cherche ses mots. Je rentre. Quand il atterrit, il ne coupe pas son moteur tout de suite. Il ouvre sa verrière. Il regarde notre groupe, près de la piste. Il me pointe du doigt, moi, le petit Français en blouse grise. Il lève son pouce. Puis il crie, sa voix couvrant le son du merlin. Martel, cette idée folle, à vous. Elle va gagner cette fichue guerre. Le rapport du squadron leader Harris a l'effet d'une bombe atomique au sein du ministère de la production aéronautique. Ce n'est plus un projet de laboratoire, c'est la priorité absolue. Le Gyro Gunsight Mark II, GGS, comme on l'appelle désormais officiellement, mais que tout le monde à Farnborough appelle le viseur Martel, doit être produit, en masse. Et c'est là que le véritable enfer commence. J'avais gagné la bataille de la physique. Je devais maintenant gagner la bataille de l'industrie. Mon prototype, le Mark II, était une merveille d'horlogerie, assemblée à la main par des maîtres artisans. Il fallait maintenant le transformer en un produit que des ouvriers, souvent des femmes sans formation, les Rosie de Riveter, britanniques, pouvaient assembler par milliers. C'est un cauchemar. Les tolérances sont de l'ordre du micron. Le gyroscope doit être équilibré dans un vide presque parfait. Les lentilles doivent être polies sans la moindre aberration. Je deviens fou. Je ne suis plus un inventeur. Je suis un contremaître, un ingénieur de production, un diplomate. Je me bats pour l'acier de qualité, pour le caoutchouc des amortisseurs, pour les rubis synthétiques des pivots. Chaque jour est une crise. L'usine Ferranti, à Édimbourg, est chargée de la production. Je vis dans le train entre Londres et l'Écosse. Je dors sur une banquette, mon sac de plans comme oreiller. Je suis fatigué. Je suis au bord de la rupture. Puis, le deuxième enfer. La bataille culturelle. Fin 1943, les premiers GGS Mark II sortent enfin de production. Ils sont installés en priorité dans les nouveaux Spitfire Mark XIV et les redoutables Hawker Tempest. Et les pilotes. Les pilotes les détestent. J'assiste, horrifié, à la répétition exacte de ma scène avec le général Vautour, mais en anglais. Ce ne sont pas des généraux arrogants. Ce sont des as, de la RAF, des garçons de 20 ans au visage buriné, avec 10 victoires à leur actif. Eux aussi, ils ont le cran. Ils ont survécu à la bataille d'Angleterre grâce à leur instinct. Et ils voient mon viseur cerveau comme un gadget, une distraction. C'est quoi? Ce cirque m'a lancé un Wing Commander célèbre. Ce truc danse partout. Je n'arrive pas à me concentrer. Je le coupe. Je préfère mon vieux viseur fixe. Ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne règlent pas l'envergure. Ils essaient de viser avec le réticule mobile comme avec un réticule fixe. Ils le coupent. Les premiers rapports de combat sont décevants. Mon invention, ma révolution, est un échec. J'ai encore été rejeté. Pas par des bureaucrates, mais par les aigles eux-mêmes. C'est là que j'ai compris. J'avais résolu le problème mécanique. J'avais résolu le problème industriel. Je devais maintenant résoudre le problème humain. J'ai demandé au docteur Evans de m'envoyer sur les bases. Moi, René Martel, le civil, le froggy avec mon accent à couper au couteau, je vais apprendre aux as de la RAF comment se battre. L'accueil est glacial. Je suis le professeur, le boffin, le savant fou.
Dans un hangar froid du Kent, je me tiens devant 50 pilotes qui me regardent avec mépris. Je ne leur parle pas de cran, je leur parle de mathématiques, je leur dessine la balistique, je leur prouve, sur un tableau noir, que leur instinct est un mensonge. Qu'à 600 mètres, en virage à 3G, leur balle arrive 50 mètres derrière l'ennemi s'ils visent au jugé. Vous ne visez pas l'avion, je leur martèle. Vous visez un point dans le vide, un point que seul le gyroscope peut voir. Vous n'êtes pas des aigles, vous êtes des artilleurs. Faites confiance au calcul. Je les emmène au simulateur. Je les force. Je les humilie presque, en leur montrant comment ils ratent tout. Puis, je les force à le faire correctement. Gardez l'ennemi au centre et appuyez sur la gâchette quand le réticule mobile le touche. Ne pensez pas. Calculez. Et puis, le test final est arrivé. Il n'est pas venu d'un Messerschmitt. Il est venu de la vengeance d'Hitler. Juin 1944, les V1, les Doodlebug, des bombes volantes. Elles sont petites, incroyablement rapides, plus de 600 km/h, et elles ne manœuvrent pas. Elles volent droit, un problème de tir parfait. L'instinct est inutile. C'est de la pure mathématique. Et les pilotes de Tempest, les premiers à avoir été vraiment formés sur mon viseur, sont lancés à leur poursuite. C'est un massacre. Les pilotes qui utilisent le GGS martèle comme il se doit s'approchent, le réticule danse, se verrouille sur le point futur. Brat. Une rafale d'une demi-seconde. Le V1 explose. Victoire. Le pilote à côté, celui qui fait confiance à son instinct, vide ses 4 canons de 20 mm sur 2000 mètres. Et ne fait que les rafler. En une semaine, le taux de réussite contre les V1 passe de 5% à 70%. Mon viseur cerveau a sauvé Londres. Les pilotes sont conquis. Le jouet est devenu le Godsight, le viseur de Dieu. La révolution ne s'est pas arrêtée là. Les Américains ont adopté ma licence. Ils l'ont miniaturisé. C'est devenu le K14, installé en urgence dans le P51 Mustang. C'est ce viseur qui, fin 1944 et 1945, a permis aux pilotes américains de faire ce que tout le monde croyait impossible, abattre les Me-262, les chasseurs à réaction allemands. Un avion à réaction. La vitesse était si grande que le cerveau humain ne pouvait même plus commencer à calculer la déflexion. L'instinct était mort. Seul le calcul comptait. Le viseur cerveau de Martel, né à Paris, calculait la trajectoire d'un jet à 900 km/h et le détruisait. L'aviation allemande a été anéantie. Le calcul a vaincu le cran. Après la libération de Paris, je suis revenu. Mon atelier était détruit. Le ministère de l'Air était occupé par des hommes nouveaux. J'ai entendu dire que le général Vautour avait été arrêté, non pas pour incompétence, mais pour collaboration. Il avait eu tort sur tout. Il avait cru à la Maginot. Il avait cru au cran. Il avait rejeté la machine qui, entre les mains de ses ennemis devenus ses alliés, avait permis de libérer son propre pays. Mon nom n'est jamais devenu célèbre. Martel. C'est juste un nom sur un brevet, perdu dans les archives. Mais chaque fois qu'un pilote de chasse, même aujourd'hui, verrouille une cible, il utilise l'héritage de cette idée folle. L'idée folle d'un ingénieur français rejeté qui croyait aux mathématiques.